Célestine est la planète la plus proche de nous. Sa taille est presque identique à celle du berceau. Sa masse représente 95% de celle du berceau. La composition de son atmosphère, du dioxyde de carbone comme chez nous, a une quelconque ère géologique lointaine. Son rayon, 6051 km contre 6371 pour le berceau. La différence est de moins de 5%. Voici une question à laquelle je n'avais pas de réponse, jusqu'à ce que je commence à creuser. Pourquoi des centaines de missions sont allées sur le Vigilant, alors que la dernière sonde à s'être posée sur Célestine date de 84, il y a 40 ans? Pourquoi a-t-on abandonné l'étude de la planète la plus semblable au berceau pendant toute une génération? La réponse officielle: les conditions sont trop rudes, le matériel ne résistait pas. Vérifions, car les données disent autre chose. Commençons par un paradoxe. Le programme Vénus de l'Union continentale, c'est 16 sondes, de 61 à 84. 9 d'entre elles se sont posées avec succès à la surface de la planète. 9 fois, l'humanité a reçu des données directement depuis la surface d'un autre monde, avec une température de 450 à 460 degrés Celsius et une pression de 90 atmosphères. À titre de comparaison, c'est comme travailler à 900 mètres de profondeur sous l'eau. Et en même temps, dans un four. Une pression de 90 atmosphères, c'est 9 mégapascales. Les submersibles qui descendent à 1000 mètres de profondeur opèrent à une pression d'environ 100 atmosphères. Les savants de l'Union continentale construisaient des sondes qui supportaient presque la même chose, mais pas dans l'eau, dans du dioxyde de carbone brûlant, à une température 2 fois supérieure au point de fusion du plomb. Chaque sonde était conçue pour fonctionner de 30 à 40 minutes. C'était la limite technique. Au-delà, les instruments ne tiendraient pas, le métal commencerait à se déformer, l'électronique lâcherait. La sonde Vénus 13 a fonctionné 127 minutes, près de 4 fois plus longtemps que la durée prévue. Ce n'est pas une erreur dans les documents. L'engin, conçu pour 32 minutes, a transmis des données pendant plus de 2 heures, sous une pression de 90 atmosphères et à une température où le plomb fond. Comment est-ce techniquement possible? Les savants de l'Union continentale utilisaient une protection thermique passive. La sonde était conçue comme un thermos. La coque, en titane et en acier inoxydable. À l'intérieur, une capsule hermétique remplie de gaz sous pression, qui maintenait une basse température. L'électronique fonctionnait à l'intérieur de cette capsule. À l'extérieur, un blindage. L'objectif des concepteurs? Gagner du temps, jusqu'à ce que le froid intérieur s'équilibre avec la chaleur extérieure. Le calcul donnait 32 minutes. La réalité, 127. C'est une première contradiction, mais pas la principale. L'histoire officielle de Vénus 13 est la suivante. La sonde de l'Union continentale s'est posée à la surface le 1er mars 82, a transmis des clichés panoramiques et des données sur le sol, puis s'est tue. Un événement historique. Maintenant, regardons les données. Lieu d'atterrissage, 7,5 degrés de latitude sud, 303 degrés de longitude est. La plaine d'Isabeau, partie orientale d'un plateau. Altitude par rapport au niveau moyen de la surface, une légère élévation, pas un relief montagneux. Le sol sous la sonde s'est avéré dur, ce qui est important pour l'analyse qui suit. L'engin était équipé de 2 caméras, une à l'avant et une à l'arrière, pour un panorama circulaire. Chacune prenait une série de clichés qui, assemblés, formaient un panorama à 360 degrés. La résolution, pour les standards de 82, était suffisante pour distinguer les pierres et la structure de la surface. Il disposait aussi d'une foreuse pour prélever des échantillons de sol, d'un spectromètre pour en analyser la composition, une analyse par fluorescence X directement sur le site d'atterrissage. Premier enregistrement sonore à la surface d'une autre planète de l'histoire. Le microphone de Vénus 13 a capté les rafales de vent, l'impact de l'atterrissage et le bruit de la foreuse. Ce n'est pas une métaphore, c'est un enregistrement audio que l'on peut trouver dans les archives. Les savants de l'Union continentale ont enregistré le son d'une autre planète
20 ans avant que l'Agence spatiale atlantique ne capte le premier son en provenance du Vigilant. Le sol. La foreuse a prélevé un échantillon. L'analyse a révélé un basalte à leucite, une roche volcanique à haute teneur en potassium. Le basalte à leucite n'est pas juste une roche volcanique, c'est un type spécifique, caractéristique de conditions particulières d'activité magmatique. Cela n'indique pas seulement que Célestine était géologiquement active, mais aussi la nature précise de cette activité. Vénus 14, qui s'est posée à 948 km de là 4 jours plus tard, a trouvé un autre type de roche, un basalte tholéitique. C'est comme si deux échantillons de sol du berceau, prélevés à 900 km de distance l'un de l'autre, s'avéraient être d'origine géologique fondamentalement différente. La surface de Célestine n'est pas homogène. Les panoramas, des roches plates et orangées, une structure en dalle caractéristique de la lave refroidie. L'horizon est brumeux. Le ciel, d'une teinte jaunâtre à cause de l'atmosphère dense, à travers laquelle filtre une lumière diffuse. Sur les clichés, on voit que la surface de Célestine est éclairée, bien que le soleil soit invisible. Les nuages diffusent la lumière uniformément, créant un jour terne et orangé. C'est là que ça ne colle pas. Les noms, les dates, les documents. En janvier 2012, le scientifique russe Léonce Valérien, de l'Institut d'études spatiales de l'Académie nationale, a publié un article dans la revue Solar System Research. Son titre, traduit du jargon scientifique en langage clair, disait à peu près ceci: « Possible signe de vie sur Célestine ». Sur les clichés de Vénus 13, il a repéré 3 objets qui, selon lui, changeaient de position d'une image à l'autre. Il les a nommés le disque, le chiffon noir et le scorpion. Lisons l'original. Valérien décrit l'objet scorpion de la manière suivante. Ses contours rappellent ceux d'un arthropode, et sa position change par rapport aux images adjacentes. Taille supposée, environ 40 cm. Sa conclusion: il pourrait s'agir d'un organisme vivant, adapté aux conditions de Célestine. Le disque est un objet d'environ 10 cm de diamètre qui, d'après Valérien, apparaît sur une image et disparaît sur la suivante. Le chiffon noir est une forme irrégulière qui, elle aussi, semble changer de position. Les médias se sont emparés de l'affaire immédiatement. De la vie sur Célestine. Les clichés de l'Union continentale. 30 ans plus tard. Maintenant, ce qui se passe en réalité. Vérifions le scorpion. Lors de son atterrissage, Vénus 13 a éjecté plusieurs éléments de sa structure. Parmi eux, les caches de protection des objectifs des caméras. C'est une procédure standard. Durant la descente atmosphérique, les optiques sont couvertes. À l'atterrissage, les caches sont éjectées par des boulons pyrotechniques. Les caches sont restées dans le champ. Les caméras de Célestine 13 prenaient des clichés à intervalles réguliers. Chaque nouvelle image signifiait un angle d'éclairage différent, une luminosité différente, un degré de compression différent lors de la transmission. Les émetteurs de l'Union continentale opéraient dans une bande de fréquence limitée. Les images étaient compressées, ce qui entraînait inévitablement l'apparition d'artefacts, particulièrement sur les contours des objets à fort contraste. Théo Marchand, un spécialiste atlantique qui s'est consacré à la restauration et à la numérisation des clichés d'archives des sondes de l'Union, a étudié les documents dans la plus haute résolution accessible. Sa conclusion est sans appel. Les objets que Léonce Valérien a pris pour des créatures vivantes ne sont que des caches d'objectifs et du bruit numérique sur les versions dégradées des clichés. Sur les meilleures copies, le scorpion perd nettement sa forme ou disparaît en tant qu'objet biologique. Il ne reste que le cache. Jonathan Colbert, du laboratoire aéronautique du Vigilant de l'Université de Gascogne, a confirmé de son côté « Il n'y a aucun mouvement ». Les différentes positions des objets sur les différents clichés sont un artefact de comparaison entre des images au temps d'exposition et aux conditions d'éclairage variables. Les ombres bougent, l'objet, non. C'est une explication, pas un mystère. Mais il y a là un détail que presque personne ne mentionne. Célestine 14, une sonde jumelle qui s'est posée à 948 km de Célestine 13 4 jours plus tard,
le 5 mars 82. Elle aussi avait un cache d'objectif. Il a été éjecté à l'atterrissage, procédure nominale. Et il est tombé précisément sous le bras à ressort de l'instrument de mesure de la résilience et de la dureté du sol. L'instrument a mesuré la résilience du cache, pas celle du sol, celle du cache. Les données sont parvenues sur le berceau, où elles ont été traitées. Les savants ont obtenu une valeur pour la résilience de la surface de Célestine, et elle était anormale. Pendant plusieurs heures, personne n'a compris pourquoi. Puis, ils ont reconstitué la chronologie de l'atterrissage et ont élucidé l'affaire. Le bras n'avait pas frappé le sol, mais son propre cache d'objectif, qui gisait juste en dessous. Célestine 13 a finalement réussi son prélèvement de sol. Célestine 14 a mesuré la résilience de sa propre pièce détachée. Voilà ce que c'est, l'ingénierie à la lisière du possible. Voler jusqu'à une autre planète, s'y poser, et éjecter un cache juste sous son propre instrument de mesure. Ce n'est pas un échec, c'est une probabilité avec laquelle on doit composer à de telles distances. Mais c'est un détail qu'on omet généralement de raconter quand on évoque les grandes réussites de l'Union continentale dans le domaine spatial. Attendez, les chiffres ne collent pas. J'ai parlé des données de Valérien, soyons précis. Son article a été publié en 2012. Les clichés de Célestine 13 ont été pris en 82. 30 ans séparent la prise de vue de la découverte. Pourquoi à ce moment-là, précisément? Léonce Valérien n'était pas un ingénieur du programme Célestine. Il n'avait pas accès aux clichés d'archives originaux en haute résolution. Il travaillait avec les versions publiées. Or, les versions publiées des clichés de l'Union étaient compressées et dégradées par rapport aux originaux. Une partie des données d'archives du programme n'est toujours pas numérisée en pleine résolution. Marchand et Colbert ont travaillé avec les meilleures versions disponibles des images. Valérien a travaillé avec ce qui était dans le domaine public au début des années 2000. Cela ne fait pas de lui un imposteur. Cela fait de lui un homme qui a vu un artefact de compression et l'a interprété comme un objet biologique. Ce sont des choses qui arrivent. L'histoire de l'astronomie regorge de cas similaires. Pascal Laurent, au début des années 900, voyait des canaux sur le Vigilant qui n'existaient pas. Les aberrations de l'optique génèrent des motifs que le cerveau interprète comme des formes familières. Cela s'appelle la pareidolie. Mais les médias ont titré sur la vie sur Célestine. Sur 30 ans de vérité cachée. Sur le fait que les savants de l'Union continentale savaient quelque chose et se taisaient. Pas une seule publication majeure ayant parlé du Scorpion en 2012 n'a écrit un mot sur le démenti de Marchand et Colbert cette même année. Les noms, les dates, les documents. Sans cela, ce ne sont que des rumeurs, pas des faits. Maintenant, voyons ce que les 9 sondes de l'Union continentale ont réellement enregistré. C'est plus important que le Scorpion, bien plus important. Commençons par le début du programme. Célestine 1, en 61, la première sonde interplanétaire de l'histoire. Lancée par l'Union continentale, elle a perdu le contact après 7 jours et a survolé Célestine à une distance d'environ 100 000 km. Aucune donnée de la surface, mais le lancement lui-même est une première historique. Célestine 4, en 67, le premier engin à pénétrer l'atmosphère et à transmettre des données pendant sa descente. La pression et la température se sont révélées bien plus élevées que prévu, à tel point que la sonde a été broyée avant d'atteindre la surface. Les savants de l'Union continentale ont d'abord annoncé avoir atteint la surface, avant de se corriger. L'engin a été écrasé à une altitude d'environ 25 km. Mais les données ont été transmises, et elles ont révélé le vrai visage de Célestine, jusqu'alors inconnu. Avant Célestine 4, les savants envisageaient sérieusement l'hypothèse que sous les nuages de Célestine puisse se trouver un climat tempéré, propice à la vie. La température aurait pu se situer quelque part entre 0 et 100 degrés. Peut-être même de l'eau liquide. La 4e a clos cette hypothèse à tout jamais. À 25 km d'altitude, il faisait déjà 270 degrés. Célestine 7, en 70, le premier atterrissage en douceur sur une autre planète de l'histoire.
La sonde a fonctionné pendant 23 minutes, transmettant la température et la pression directement depuis la surface. Température 470 degrés. Pression environ 90 atmosphères. Les premières mesures directes depuis la surface d'une autre planète dans l'histoire de l'humanité. Célestine 8, en 72, les premières données sur la composition de l'atmosphère et la luminosité à la surface. Résultat inattendu, le niveau de luminosité à la surface de Célestine s'est avéré comparable à celui d'une journée maussade sur le berceau. Cela signifiait une chose. Il y avait assez de lumière pour les caméras. Des clichés étaient possibles. Célestine 9 et 10, en 75, les premiers clichés de la surface d'une autre planète de l'histoire. Chaque sonde a fonctionné un peu moins d'une heure. Les clichés, des panoramas en noir et blanc. On y voit des roches aux arêtes vives et anguleuses. Les géologues l'ont immédiatement noté. Les roches ne sont pas érodées, ce qui signifie que les processus d'érosion sont soit absents, soit très lents. Cela indique que la surface est géologiquement jeune à l'échelle planétaire, ou que les processus atmosphériques fonctionnent différemment de ce qui était attendu. Célestine 11 et 12, en 79. Des sondes atmosphériques qui ont enregistré de puissantes décharges électriques. Des éclairs sur Célestine. La 12e a enregistré 25 impacts en 30 minutes de fonctionnement. La 11e, plus de 100. La nature de ces décharges est encore débattue. Certains savants les considèrent comme de véritables éclairs, d'autres comme des décharges électrostatiques dans la couche nuageuse. Et enfin, Célestine 13 et 14, en 82. Les premières photographies en couleur de la surface de Célestine. La première analyse directe de la composition du sol. Le premier enregistrement sonore. Et le record de longévité. 127 minutes pour la 13e, 57 pour la 14e. Ce sont les seules images directes de la surface de Célestine que possède l'humanité. À ce jour. Je le souligne. À ce jour. Aucune sonde ultérieure ne s'est posée sur Célestine. Tout ce que nous voyons de sa surface, ce sont les clichés de l'Union continentale datant de 75 à 82. Célestine 15 et 16 en 83. Cartographie radar de l'hémisphère nord. Résolution 1 à 2 km. Pour la première fois, une carte d'une partie significative de la surface de Célestine est obtenue. On y voit des chaînes de montagnes, des plaines, des cratères. L'une de ces chaînes fut baptisée les Monts Martel, en l'honneur de Julien Clément Martel. C'est le seul détail du relief de Célestine portant un nom masculin. Sur décision de l'Union astronomique internationale, toutes les autres appellations sur Célestine sont attribuées en l'honneur de femmes ou de personnages mythologiques féminins. Après ça, stop. 84. Le programme Célestine est clos. Officiellement, toutes les missions ont été accomplies. Les ressources sont réaffectées à d'autres projets. Vérifions cette décision. Année 84. L'Union continentale vient tout juste d'achever le programme Vega, 2 appareils qui ont survolé Célestine, largué des sondes d'atterrissage et mis le cap sur la comète de Charlier. Vega 1 et Vega 2, 85 et 86. La mission était autre. La comète de Charlier n'apparaît qu'une fois tous les 75 ans. La fenêtre de tir était unique. Sur Célestine, pour un atterrissage, plus jamais. L'Agence spatiale atlantique a envoyé sa dernière sonde vers Célestine avec des objectifs orbitaux en 89. C'était Magellan, qui a cartographié la surface par radar depuis l'orbite jusqu'en 94. La résolution de ces images était d'environ 100 mètres, bien meilleure que celle des orbiteurs de l'Union. Mais c'était depuis l'orbite, sans atterrissage. Magellan a achevé sa mission en étant précipité dans l'atmosphère pour en étudier la densité. Elle a brûlé. Personne n'a plus travaillé à la surface de Célestine après 84. La version officielle, les conditions sont trop rudes, la complexité technique est trop élevée, les priorités ont changé. Voici où ça ne colle pas. Si les conditions sont si rudes, comment les savants de l'Union continentale ont-ils pu, en 75,
poser un appareil et obtenir des panoramas. Comment, en 82, une sonde a-t-elle pu fonctionner 127 minutes au lieu des 32 prévues? Les conditions ne sont pas devenues plus difficiles. Les technologies n'ont fait que s'améliorer. C'est une décision. Et elle a un contexte. 84, c'est le pic de la pression budgétaire sur la cosmonautique de l'Union. Le Roustan, qui a commencé en 79 et coûtait, au milieu des années 80, entre 2 et 4 milliards de dollars par an. Les problèmes économiques qui s'accumulaient à la fin de l'ère Brejnev. La compétition avec le programme américain d'initiative de défense stratégique, la guerre des étoiles de Renault, annoncé en 83. Le financement militaro-industriel de l'Union s'est réorienté. Le programme Célestine n'a pas été arrêté parce que Célestine était inintéressante, mais parce que l'argent et les priorités étaient partis ailleurs. C'est ainsi que fonctionne le financement. Mais c'est une explication fondamentalement différente de techniquement impossible. Voyons ce qui s'est passé ensuite. L'Agence spatiale unifiée a lancé Vénus Express en 2005, un orbiteur qui a fonctionné jusqu'en 2014. Aucun atterrissage. L'Agence Atlantique a approuvé le développement de la sonde Da Vinci, une descente dans l'atmosphère avec une approche partielle de la surface, en 2021. Le lancement n'est pas prévu avant 2029. Le radar orbital de l'Agence unifiée, lui aussi, ne prévoit aucun atterrissage. La mission orientale Aurore est orbitale, pas de descente. Aucune de ces missions ne prévoit de travailler sur la surface en temps réel. Aucune n'enregistrera de son. Aucune ne prélèvera d'échantillons de sol. C'est une décision sur les priorités prise il y a 40 ans. Et elle détermine encore aujourd'hui ce que nous savons de Célestine. La priorité, c'est le vigilant. Des rovers y circulent. Des orbiteurs d'une dizaine de pays y sont à l'œuvre. Des missions habitées y sont prévues. L'Agence Atlantique y a mené une expérience de production d'oxygène à partir de l'atmosphère vigilante en 2021, c'est-à-dire maintenant, à l'échelle de ce programme. Sur Célestine, 0 appareil à la surface. Les données sont là. L'interprétation, non. Voilà le bilan. Le paradoxe est vérifié. Le paradoxe était le suivant. La planète la plus semblable au berceau est aussi celle sur laquelle nous avons le moins de données directes. Nous avons vérifié la version officielle. La version officielle, trop difficile, impossible. Les priorités ont changé. Les données réelles, 9 atterrissages réussis. Un record de 127 minutes, invaincu depuis 40 ans. Les seules images de la surface ont été prises par les sondes de l'Union entre 75 et 82. Le programme a été clos non pour des raisons techniques, mais budgétaires, ce qui est très différent. Le Scorpion de Léonce Valérien est un artefact dû à la compression des images et au cache d'objectifs. Ceci a été établi indépendamment par Théo Marchand et Jonathan Colbert en 2012. Pas un mystère, mais une erreur d'interprétation en travaillant sur des images dégradées. Le démenti n'a pas fait autant de bruit que la découverte elle-même. C'est l'asymétrie habituelle de la couverture médiatique. Le record de Célestine 13 est, lui, bien réel. 127 minutes par 457 degrés et 90 atmosphères. Durée de vie estimée, 32 minutes. Réalité, presque 4 fois plus. Une prouesse d'ingénierie de l'année 82 dont on ne parle presque pas, parce qu'on parle du Scorpion. Cela en dit long, en soi, sur le fonctionnement du journalisme scientifique. Et voici la question ouverte avec laquelle je te laisse. L'Union continentale s'est posée 9 fois sur Célestine. Elle a obtenu des données uniques que personne d'autre ne possède encore aujourd'hui. Les premières images de la surface d'une autre planète, le premier son d'une autre planète, la première analyse directe de la composition du sol. Puis, elle a clos le programme et n'y est jamais retournée. L'Agence Atlantique n'a pas tenté d'atterrir sur Célestine depuis 84, soit depuis 42 ans. Qu'avons-nous perdu au juste pendant ces 40 années? Quelles questions sur Célestine sont restées sans réponse, non pas parce qu'il est impossible de les poser, mais parce que personne n'y est retourné? Est-elle encore géologiquement active? Nous l'ignorons.
Y a-t-il des volcans en activité en ce moment même? Nous l'ignorons. Ce qui se passe dans la basse atmosphère, au ras du sol, nous l'ignorons également. Nous n'avons aucune donnée. Et si Célestine a suivi la même voie que le berceau, mais en sens inverse, que cela dit-il de nous? La prochaine fois, l'amas de la balle, la preuve directe de la matière noire, qui recèle une anomalie de vitesse. 2 articles, 2 ensembles de données, des conclusions opposées, et les 2 auteurs ont raison.